tous. Bonjour Brune Poirson. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Merci d'être là. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Alors, depuis un an quasiment, vous évoluez dans l'ombre de ce ministre de tutelle. Mais ce matin, vous êtes en première ligne pour l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Redoutez-vous un drame? Nous ferons absolument tout pour éviter un drame. On a tous en mémoire certains drames qui ont pu survenir par le passé. Tout sauf un Rémi Fraisse, clairement, ce matin. Absolument. Vous savez, nous avons renforcé les règles de déontologie et nous en avons encore, je sais, le ministre de l'Intérieur en a parlé directement aussi avec des gendarmes de la gendarmerie nationale qui vont être mobilisés sur place. Il s'agit d'utiliser la force qu'en cas d'ultime recours. C'est une crainte que vous pouvez avoir, effectivement, ce drame qui est à nouveau Rémi Fraisse ce matin. Vous savez, les situations entre Sivins et Notre-Dame-des-Landes sont totalement différentes. C'est difficile de comparer. Mais nous avons en tête ce drame et, comme je le disais, nous avons renforcé la déontologie. La déontologie, c'est-à-dire, c'est demander aux forces de l'ordre de ne pas intervenir trop vite. D'utiliser la force en ultime recours. Alors, pas moins de 25 escadrons de gendarmerie, soit 2500 hommes mobilisés. Et côté zadiste, on parle de quelques tracteurs vigilants. On a l'impression que c'est un peu David contre Goliath, quand même, ce matin. Mais non, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, on a en tête l'opération César de 2012. On sait aussi que ce sont des individus qui, après, on leur aurait proposé de rentrer, si vous voulez, dans la légalité. Ils ont choisi de ne pas le faire. Et donc, ils sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout. Parce que vous utilisez vous-même le mot ZAD. Mais ZAD, qu'est-ce que ça veut dire? ZAD, ça veut dire zone à défendre. Enfin, maintenant, zone à défendre contre qui? Contre quoi? On l'a dit, depuis le 17 janvier dernier, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, dans ces conditions-là, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Nous avons tendu la main à certains des habitants, à l'ensemble des habitants de la ZAD, notamment parce que la préfète a mis en place un comité de pilotage qui vise à aider, à accompagner les habitants de la ZAD à développer un projet agricole. Et certains ont refusé cette main tendue. Et nous avons toujours été très clairs. À la fin de la trêve hivernale, eh bien, la main de l'État ne peut pas trembler. Parce que ce sont des individus qui refusent que l'État de droit, les règles qui s'appliquent à tout simplement tous les citoyens, s'appliquent à eux-mêmes. Alors, vous parlez d'une évacuation dans le calme, une évacuation sans force autant que possible. Comment fait-on pour faire partir sans force des gens qui s'accrochent? On ne les hypnotise pas, on fait comment? Non, vous savez, une des façons d'éviter et de faire en sorte qu'il y ait le moins de violence possible, parce qu'on le sait, c'est quand il y a beaucoup de forces de l'ordre en face, ça limite les éventuels débordements. Et donc c'est ça l'objectif, on veut aussi être dans le dialogue. Maintenant, il y en a certains, vous savez, qui ont décidé et qui veulent aller jusqu'au bout. Et donc certains qui ont des projectiles, qui ont fabriqué des engins, qui veulent clairement aller à la confrontation. Et bien dans ce cadre-là, il nous faut nous aussi absolument refuser ça. Combien de personnes y a-t-il à évacuer ce matin? On parle d'une centaine de personnes. Est-ce que vous en savez plus sur l'état actuel? Une centaine d'éléments radicaux qui sont répartis dans à peu près une quarantaine d'habitats précaires. Et donc l'objectif, c'est qu'ils libèrent les lieux. Et comment ça se passe? Donc c'est aller les chercher, manu militari? C'est aller les chercher, dans la mesure du possible, discuter avec eux, mais enfin bon, c'est souvent, parfois à mon avis, très difficile. Et ensuite, c'est aller les chercher manu militari, puisque certains, comme je le disais, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à des violences pour s'accrocher, pour rester là. Et alors, on sait que beaucoup sont installés depuis des années. Qu'allez-vous faire de leurs biens, de leurs affaires personnelles? Qu'est-ce qui est prévu? Il y a déjà, ceux qui le veulent, ils pourront être relogés. Ça, on offre cette possibilité-là. L'État propose des relogements aux zadistes? Absolument. À certains, aux zadistes, et ensuite leurs effets personnels, ils vont être mis dans un garde-meuble, et puis ils auront un mois pour aller les chercher. À qui appartiendront les terres qui sont libérées? Qu'est-ce que l'État va en faire? Il y a un droit à rétrocession qui va s'appliquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé à discuter concrètement, parce que vous savez que c'est compliqué. Il y a eu une déclaration d'utilité publique sur ces terres, avec certains agriculteurs qui la refusaient, et d'autres, et même les mêmes, qui bénéficient de ce droit à rétrocession. Et puis on a aussi donné la possibilité à certains habitants
de la ZAD de légaliser leur situation. Et donc, par exemple, comme je le disais, la préfète a organisé un comité de pilotage qui vise à offrir à ceux qui avaient un vrai projet agricole la possibilité de monter et de mener à bien ce projet agricole, à condition bien sûr aussi qu'ils règlent leurs factures, qu'ils s'acquittent aussi des droits de cotisation à la mutuelle sociale agricole. Et donc, on le voit, il y a la possibilité de rester sur place et de monter des vrais projets agricoles. Parce que certains ont des projets d'agriculture alternative, biologique, Des nouvelle. projets ont été déposés en ce sens ? Il y a des projets qui ont été déposés dans ce sens, tout à fait. Tout à fait. L'État donc, fait des propositions, vous le dites, de relogement. On voit ce matin qu'il y a une opération en cours qui n'est pas si simple. Combien de temps va durer cette opération ? Combien de temps avez-vous prévu pour cette évacuation ? Elle va durer le temps qui est nécessaire. Le temps qui sera nécessaire. Ça se tombe en quoi ? En nombre de jours, en nombre de semaines ? J'aimerais bien avoir une boule de cristal et je suis bien consciente que je vous fais une réponse un peu de Normande, mais je ne peux pas prédire l'avenir. Personne ne peut, y compris le ministre de l'Intérieur, et donc ça durera le temps qui sera nécessaire. Donc vous ne vous donnez pas un délai quel est le délai que vous laissez pour qu'il n'y ait plus un seul zadiste sur cette zone? Mais vous savez, de Notre-Dame-des-Landes? Le délai qu'on se donne, c'est l'application des décisions qui sont prises. Le 17 janvier dernier, le Premier ministre a dit « Nous ne ferons pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ». Nous évacuerons, nous ferons en sorte que les éléments les plus radicaux, eh bien, ils ne soient plus présents dans la ZAD, parce qu'il ne faut pas oublier les riverains qui habitent autour. Par exemple, il y a une route, la route des Chicanes. Eh bien, ça fait des années que ceux qui habitent sur place, ils doivent faire des détours pas possibles qui durent parfois plusieurs kilomètres, parce que cette route-là, elle a été tout simplement occupée de façon totalement illégale. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est juste simplement rétablir l'état de droit. On a tendu la main aux zadistes, je vous l'ai dit, il y a la possibilité de développer des projets agricoles. Maintenant, aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de zone à défendre, puisqu'il n'y aura pas d'aéroport qui sera construit, ceux qui ne veulent pas rentrer, et rentrer simplement dans les règles de la République dans laquelle on vit, ben à ce moment-là, il est normal de sévir. Il faut que le droit français s'applique à tous les citoyens, où qu'ils soient. Que répondez-vous aux architectes, aux ingénieurs, aux intellectuels qui soutiennent la ZAD et qui la décrivent comme un laboratoire d'une nouvelle société? Mais on répond que ce laboratoire-là, et cette nouvelle société, c'est fondamentalement important, c'est intéressant. Et c'est pour ça que nous avons laissé la possibilité à certains habitants de la ZAD de développer des projets comme ça. Maintenant, le faire dans l'illégalité, attention, nous avons affaire à des éléments qui sont radicaux. C'est-à-dire à des personnes qui veulent fondamentalement taper sur l'État. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre expression. Il y en a certains, on le voit, on l'a vu, il y a déjà un gendarme qui est blessé, il y en a qui utilisent des projectiles, il y en a qui s'arment, qui trouvent des moyens. Eh bien ça, c'est pas acceptable. Parce que ça, c'est pas un projet alternatif. Vous la comprenez, quelque part, cette haine de l'État, des zadistes, ou pas du tout? Non, je la comprends pas. Je comprends l'idée qu'on veuille développer, comme je le disais, des modes de vie, des modes de fonctionnement qui soient alternatifs. Mais il faut que ça se... Vous savez, votre liberté, elle s'arrête là où commence celle d'autrui. C'est une lapalissade, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que les zadistes, ils ne peuvent pas empêcher les riverains de mener la vie qu'ils souhaitent mener. Si vous avez un projet alternatif, ils peuvent le faire sur la ZAD, mais il faut que ce soit fait dans le respect de l'état de droit. Donc vous dites qu'il est temps que l'État se fasse respecter, clairement. Absolument. Honnêtement, la décision du gouvernement d'abandonner la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'était aussi par peur de voir votre ministre de tutelle, Nicolas Hulot, claquer la porte du gouvernement? Non. Non, c'était pas ça, absolument pas. Non, vous savez, on a une méthode, sur Notre-Dame-des-Landes, on a utilisé une méthode qu'on utilise souvent, et qui est la méthode de ce gouvernement-là, il y a un problème qui est enquisté. On parle de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on entend parler de Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre l'a dit lui-même, il était pané qu'on parlait déjà de Notre-Dame-des-Landes. Nous, ce qu'on a fait, c'est que face à des discours politiciens et à des couches et des couches et des couches et des couches d'argumentaires en tout genre sur Notre-Dame-des-Landes, on a décidé d'y voir clair. Et donc, on a demandé à 3 experts, c'est le président de la République qui l'a fait le 1er juin 2017, à des experts de regarder la situation clairement. Et de prendre une décision, d'établir quelles étaient toutes les différentes alternatives. Et il s'est trouvé que quand on fait le pour et le contre, eh bien, c'est la décision qui a été prise, c'est de ne pas faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il se trouve qu'une des raisons pour lesquelles cet aéroport n'a pas été construit, c'est parce que
au niveau de l'environnement, eh bien, il était plus favorable de le construire plutôt à d'étendre notre Atlantique plutôt que de le faire à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, oui, quelque part, ça répondait aux préoccupations de Nicolas Hulot, mais c'était absolument pas du tout la motivation première. Nicolas Hulot, qui après bien d'autres ministres monte au front pour défendre la réforme de la SNCF, c'était hier dans le JDD. En quoi cette réforme est-elle un combat pour la transition écologique? Parce qu'on le sait, les trains et circuler en train, eh bien, ça émet beaucoup moins de CO2 que de circuler en voiture. Vous savez, le CO2 sont des gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Et nous, notre objectif, c'est d'être en lien, c'est que la France puisse respecter ses engagements de l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'elle puisse réduire ses émissions de CO2. Et pour le moment, il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Et donc le train participe pleinement de cette stratégie-là. Alors, vous qui êtes natif de Washington et qui avez longtemps travaillé à l'étranger, vous avez travaillé notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde. Quand vous voyez Philippe Martinez, est-ce que vous estimez que c'est une figure syndicaliste à la française, que c'est un peu le vieux monde pour vous? Je dirais pas que c'est le vieux monde. C'est sûr que, vous savez, en France, c'est vrai que vu de l'étranger, à l'étranger, la grève, c'est l'ultime recours. En France, on s'enferme tout de suite dans des postures et on se met en grève et puis après, on discute. C'est juste deux façons différentes d'aborder les choses. C'est vrai que vu de l'étranger, parfois, ça peut être surprenant. Après, Philippe Martinez, il a des revendications, qui, moi, je pense, sont beaucoup nourries par des craintes et légitimes. Disons que c'est un conservatisme. Moi, je peux comprendre que on préfère rester dans l'immobilisme parce qu'on a des angoisses sur ce qui peut arriver à l'avenir, et notamment cette ouverture à la concurrence. Mais nous, on veut que ça se fasse le mieux possible. Parce que si on ne prépare pas la SNCF à la mise en concurrence, eh bien, à ce moment-là, il se peut que les consommateurs français ils choisissent, par exemple, d'utiliser les services de la Deutsche Bahn plutôt que d'utiliser les services de la SNCF. Parce que, par exemple, une entreprise une entreprise concurrente de la SNCF, eh bien, il se pourrait très bien qu'elle propose des services qui soient plus satisfaisants que ceux de la SNCF, par exemple, des trains qui partent à l'heure, qui arrivent systématiquement à l'heure, des nouveaux services comme, par exemple, le Wi-Fi dans les trains. À ce moment-là, on ne pourra pas blâmer le consommateur français d'utiliser les services de la Deutsche Bahn. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que la SNCF reste l'entreprise de choix des Français, qu'elle reste l'entreprise qu'ils choisissent en premier lorsqu'ils veulent utiliser le train. Mais pour ça, il faut transformer la SNCF. Il faut la préparer. Alors, le climat social est de plus en plus tendu. Grève à la SNCF, grève chez Air France, colère des personnels dans les hôpitaux, dans les EHPAD, avocats, juges, professeurs, étudiants. Emmanuel Macron sera l'invité de Jean-Pierre Pernaut jeudi à 13h sur TF1 et sur LCI. Que peut-il dire, à part il faut réformer la France, il faut faire ce qu'on entend dans votre bouche ce matin, plus d'immobilisme, plus de conservatisme, il faut faire bouger cette France. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Vous savez, le président de la République, dans l'esprit des institutions de la Ve République, il fixe le cap, il fixe la vision générale. Et la vision du projet qu'Emmanuel Macron défend, son projet, et que nous portons et nous mettons en œuvre, membres du gouvernement, c'est que la France n'est pas un îlot qui est hors du monde. La France, vous savez, moi j'ai vécu en Inde. Il y a plus d'1 milliard d'habitants en Inde. Là, en France, il y a 65 millions d'habitants. Nous sommes un confetti à l'échelle du monde. Et donc, la France, elle ne pourra pas bloquer les grands bouleversements du monde. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la révolution numérique. C'est la lutte contre le réchauffement climatique. C'est des bouleversements majeurs qui traversent le monde entier et qui affectent aussi la France. Et donc là, on a deux choix. Soit on s'enferme dans l'immobilisme, et un jour, tous ces bouleversements-là, on va les prendre, excusez-moi l'expression, mais en pleine face, et ça va être très compliqué. Soit on décide de préparer la France et de l'adapter. Et c'est ça que fait, et c'est ça le projet d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tous ces changements-là, il faut que les Français s'adaptent. Et donc, c'est l'équilibre entre libérer et protéger. Il faut d'un côté faire en sorte que les Français soient adaptés au changement, mais de l'autre aussi qu'ils soient mieux protégés. Adaptés au changement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils seront probablement, les Français, et moi la première, obligés de changer de métier probablement plusieurs fois. C'est ce qu'on fait avec, par exemple, la réforme de l'apprentissage qui est menée par Muriel Pénicaud avec les réformes de l'éducation et des étudiants. Ça permet de libérer les énergies. Mais de l'autre côté, il faut mieux protéger encore. Et c'est tout, par exemple, c'est toute la démarche du ministre de l'Éducation quand il décide de diviser les classes de CP de REP en deux. Il faut libérer et protéger pour préparer la France au bouleversement. Tous les matins, Brune Poisson, je pose une question récurrente. La question off, mais devant la caméra.
C'est off, hein, entre nous. Le Point vous a consacré un portrait récemment. Il l'a titré « L'écologie sans idéologie ». On vous présente comme l'anti du flot. C'est un compliment? Disons que moi, je ne suis pas dogmatique. Je pense que ce n'est pas en appliquant des dogmes qu'on fait avancer les choses. Et je pense surtout que c'est une approche non dogmatique, non idéologique, qui est absolument essentielle parce qu'on est dans l'urgence. On est au pied du mur. Il faut absolument, le plus rapidement possible, qu'on mette en œuvre la transition écologique en France. Et donc, pour ça, il ne faut pas être dogmatique. Merci beaucoup, Brune Poirson. Merci à vous. De la matinée.